Si vous souhaitez évoluer professionnellement et notamment si vous souhaitez changer d'employeur, se faire connaître des principaux cabinets de recrutement est une étape indispensable. Cela est d'autant plus vrai que bon nombre d'offres d'emploi, essentiellement pour les profils confirmés, ne sont pas publiées sur Internet. La seule façon d'y accéder sera à l'initiative du cabinet, à supposer qu'il pense à vous. Voilà donc quelques conseils pour vous faire connaître auprès des cabinets de recrutement. Bienvenue à votre magazine Emploi et Carrière. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes à votre magazine Emploi et Carrière. Et passons à présent à la rubrique « Je veux un job ». Et pour cette première rubrique « Je veux un job », nous traiterons d'une thématique « Comment se faire remarquer par les cabinets de recrutement ». Et pour en parler, nous sommes avec notre expert consultant, André Kyo. Il est spécialiste en insertion professionnelle. André Kyo, bonjour. Bonjour Max. Alors, je suis un jeune diplômé en quête d'emploi. Comment me faire remarquer par les cabinets de recrutement? Autrement dit, comment mettre toutes les chances de mon côté pour avoir un job? Merci beaucoup, c'est une très bonne question, c'est une question super pertinente parce que la plupart des jeunes qui demandent de l'emploi vont très souvent directement vers les entreprises. Ce n'est pas mauvais, mais il y a un pan qui les ignore, les cabinets de recrutement. Déjà, donc il faut identifier les cabinets de recrutement. Avant de se faire remarquer, il faut savoir combien de cabinets de recrutement et quels sont leurs niveaux de recrutement. Mais comment se faire remarquer positivement s'attend? Parce que très souvent, on peut se faire remarquer négativement. On voit très souvent des images sur les réseaux sociaux, peut-être qu'on va y revenir, qui sont des images dangereuses, parce qu'ils restent. Et donc, lorsqu'on a un recrutement à faire, lorsqu'on met votre nom, très souvent, on peut aller, tout ce que vous avez mis comme image, les sites que vous avez l'habitude de fréquenter, tout le reste, on peut tracer. Et donc, il faut faire attention. Alors, comment se faire remarquer positivement? Mais déjà, c'est, comme on l'a dit, c'est identifier les cabinets et ensuite leur adresser votre profil. Alors, comment on adresse le profil? Ça se fait par mail ou de façon physique? Quelle option choisir dans ce cas? Merci pour la question. En fait, le mail, aujourd'hui, les jeunes posent le problème de moyens. Mais très souvent, dans le recrutement, on leur dit chercher du travail, c'est travailler. Donc, la différence est que vous n'avez pas une rémunération à la fin. Mais en réalité, lorsque vous cherchez du boulot, vous devez avoir un budget pour chercher du travail. Donc, il faut avoir le minimum pour bien s'habiller. Peut-être que vous avez l'occasion, il y a un recrutement qu'on a fait il n'y a pas encore 2 ou 3 jours pour le compte d'une résidence hôtelière. Mais croyez-moi, les jeunes sont arrivés, mais de façon, j'allais dire, débraillée. Il ne faut pas hésiter sur les mots. Mais le DG s'est fâché. Il leur a demandé, mais si vous partez voir le président de la République, est-ce que vous pouvez vous habiller comme ça? Je leur ai dit, ce n'est pas le président, il faut dire le maire qu'on dit. Est-ce qu'il peut s'habiller de cette façon? Ils sont habillés dans des tenues, dans des t-shirts, avec les effigies des stars là-dessus, dans des chaussures qui ne sont pas adaptées. Et donc, il faut que les gens sachent qu'on peut, lorsque vous êtes commercial par exemple, et que vous partez envoyer vos documents là, que vous avez posé les pertinents, je vais y revenir tout à l'heure, mais lorsque vous envoyez ces documents-là à une structure de recrutement, mais il faut se donner toutes les choses qu'on l'avait dit, donc il faut bien s'habiller. On ne leur demande pas de porter des costumes recherchés, mais un costume, une cravate, une chemise, une cravate bien nouée, une chemise propre et présentable. Déjà, la photo que vous mettez à deux, c'est bien. Donc, vous pouvez écrire soit par mail ou déposer les CV directement dans les cabinets. Mais ça coûte cher. Donc, on leur conseille d'envoyer les mails. D'accord, donc ça ne décide pas d'envoyer un mail ou de partir soi-même? Non, vous pouvez l'un ou l'autre. Si vous avez, par exemple, quelqu'un qui est à Korogo, qui se trouve à des centaines de kilomètres d'Abidjan, on ne peut pas lui dire de venir à Abidjan, parce que la plupart des cabinets de recrutement sont à Abidjan. Pour venir ici, ça va nous coûter cher en transport, ça va nous coûter cher en hébergement, en restauration. Donc, il peut rester à Korogo, aller dans un cyber, aller sur le site de ces cabinets-là, parce que tous les cabinets de recrutement, en tout cas qui sont sérieux, ont un site. Et donc, vous pouvez envoyer en remplissant selon leurs normes. Parce qu'ils mettent leur nom, vous pouvez mettre une photo et tout le reste. Donc il faut aller sur les sites, mais il faut identifier les cabinets. Aujourd'hui, grâce à Internet, on n'a pas trop besoin de faire les mêmes efforts physiques. Quelqu'un qui est à Korogo ou bien à Bundiali, il n'a pas besoin
de venir à Abidjan pour faire tout ça. Il peut rester là-bas en payant peut-être 200 ou 300 francs dans un cyber, il peut avoir accès à tous les cabinets. Non, il peut déjà le faire. Ceux qui sont sur place, ils peuvent déposer leur site et leur CV. Mais très souvent, on ne vous recevra pas. Vous allez déposer le CV au box, l'entrée avec les vigiles qui vont acheminer. Donc ça ne serait pas grand-chose même de se déplacer. Maintenant, si vous pouvez vous déplacer pour le faire, il n'y a aucun problème. Mais je leur conseille de faire les CV sur le net pour réduire le coût de transport. Alors, je suis un jeune demandeur d'emploi. Oui. J'ai fait ce que vous avez demandé, c'est-à-dire envoyer un CV par mail ou de façon physique, me rendre au cabinet. Alors, quelle est la conduite à tenir après avoir déposé mes dossiers? Qu'est-ce que je fais après? C'est une très bonne question. Il faut le suivi. La plupart des jeunes, ils déposent les CV dans les cabinets. Ils déposent dans les entreprises en général. Ils ne déposent même pas dans les cabinets. On leur demande donc de déposer dans les cabinets. Mais quand ils déposent, il faut faire le suivi. Ils déposent, mais aujourd'hui, on leur dit, en Côte d'Ivoire, on a plus de 200 grandes écoles universités privées. En plus des universités publiques. Qu'on en a encore, je dis qu'il y en a à Moi, il y en a à Boaké, il y en a à Daloa, il y en a à Abidjan, il y en a un peu partout. Donc, à la limite, lorsque vous avez une licence, vous devez retrouver 4 000, 5 000 candidats qui ont la même licence que vous. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le suivi. Donc, il faut appeler pour dire, mais évidemment, bien habillé, bien fait, dans un bon langage, être sûr, vous chargez votre portable, vous les appelez pour dire, j'ai déposé mon CV tel jour, tant, qu'est-ce que je fais, comment est-ce que je peux venir là-bas, donc vous mettez le contact. Vous allez me dire, il faut donc être ami, faire en sorte que votre nom et votre profil ne soient pas oubliés. Parce que lorsque vous déposez aujourd'hui, mais chaque année, les diplômes se renouvellent. Vous avez une licence en 2017, mais en 2020, votre licence va passer au fond, et c'est le nouveau diplôme qui va arriver. Donc, il faut appeler au fur et à mesure. Donc, déjà, dans les premiers temps, il est dit, il faut identifier les cabinets, et ensuite, il y a des cabinets qui sont des cabinets spécialisés. Il y a des cabinets qui se spécialisent, par exemple, dans le recrutement des secrétaires. Il y a des cabinets qui se spécialisent dans le recrutement des commerciaux. Et il y a des cabinets généralistes. Donc, il faut déjà identifier ce type de cabinets, et vous envoyez vos CV en tenant compte des profils ou bien des objectifs de ces cabinets. Et si le cabinet ne prend pas les informaticiens, vous envoyez l'informatique. Vous êtes informaticien, mais ça ne prendra pas. Et peut-être que je vais profiter pour dire aussi une chose. Il y a des étudiants, ou bien des demandeurs d'emploi qui envoient leur CV directement dans certaines entreprises. Mais je leur dis qu'à certaines entreprises, ces entreprises ont leur cabinet de recrutement. Donc, lorsque tu envoies ton CV là-bas directement, ce n'est même pas ce qu'on dise. D'accord. Ce n'est pas ce qu'on dit. Donc il faut qu'ils se renseignent avant de déposer. Et il faut qu'ils se donnent un budget, c'est important. Les parents paient l'école, souvent peut-être 1 million, 2 millions pour faire les matchs, un match 2. Mais après, il faut donner un budget à votre enfant pour qu'il cherche le boulot. Parce que chercher du boulot, c'est travailler. Mais pour le suivi, justement, oui. Il arrive qu'on appelle plusieurs fois et souvent sans suite favorable. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait après? Mais j'ai déjà pris un exemple. On abandonne ou qu'est-ce qu'on fait après? Mais j'ai déjà pris c'est une bonne question. J'ai déjà pris un exemple à l'antenne ici. Je vais reprendre le même exemple. L'ancien premier ministre ou bien l'ancien gouverneur de la BCAO, M. Jean-Charles Bani, il a pris un exemple. Il dit un jeune voulait travailler à la BCAO, mais il a envoyé les mails à tout le monde. Il prenait les mails, même il connaît pas, tu es recruteur, tu es directeur, il envoie les mails à tout le monde, au point où tous les cadres, ou bien les employés, en tout cas pratiquement la totalité des employés de la BCAO du Sénégal avaient le nom de cet étudiant-là. Mais on l'a recruté, quand on lui a demandé, il dit, mais moi, je vais travailler à la BCAO ou rien. Donc tous les mandats, lorsqu'il se réveille, son travail, c'est de leur envoyer les mails. Et le président Bani, enfin le premier ministre Bani avait dit à la télévision nationale, donc en fait, il faut insister. Même si on vous dit non, on a vos dossiers, mais vous avez dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, on ne vous a pas appelé. Mais il faut insister. Or, la plupart des jeunes, ils pensent que bon, c'est les papas qui m'ont attaché, c'est mon grand-père qui est au village, il fait que ça ne marche pas. En quelque sorte, il faut être l'ami. Il faut être l'ami. Voilà, il ne faut pas se laisser abattre pour dire non, c'est les gens qui font que ça ne réussit pas. Non, il y a beaucoup de demandes d'emploi. Il faut être l'ami, il faut s'intéresser franchement à ces cabinets-là. Et aucune entreprise ne peut prendre quelqu'un qui ne s'intéresse pas à elle, ça n'existe pas. Donc il faut montrer que vous voulez vraiment travailler dans une entreprise, cette entreprise-là, et que vous n'êtes pas quelqu'un qui court, qui veut, parce qu'il y a des gens qui veulent travailler pour avoir de l'argent. Or, l'entreprise a besoin des gens efficaces qui vont faire émerger parce qu'il a besoin de plus-value. Donc, il y a un combat entre les deux.
Or, c'est l'employé il veut se rassurer que tu veux venir dans son entreprise parce que tu as envie de travailler, non pas parce que tu viens chercher un salaire, parce qu'aucune entreprise ne fait du social. Donc, lorsqu'on vous prend sur vos compétences, parce que le chef d'entreprise s'attend à un retour sur investissement. Alors, vous avez parlé du chef d'entreprise qui attend un retour sur investissement. Justement, dans ce cas, pour le demandeur d'emploi, après avoir suivi tout ce que vous avez dit et qui n'est pas retenu à la fin, qu'est-ce qu'il fait après? C'est ce que je veux savoir. Non, mais il faut prendre ce bas la patience. Ce que vous dites, il faut être patient en fait. Parce qu'aujourd'hui, les chiffres sont très difficiles à supporter. Il y a des gens qui parlent de 5 millions de chômeurs, d'autres parlent de 6 millions, les plus optimistes parlent de 3 millions. Alors dans un environnement pareil, vous n'êtes pas seul. Donc il ne faut pas dire non, on ne doit pas vous appeler du tic au tac. C'est pourquoi on leur donne toutes ces stratégies-là. Il faut donc déposer les CV dans les entreprises, mais en même temps, on leur dit maintenant qu'il y a les cabinets, il faut déposer. Mais qu'ils essaient toutes les stratégies qu'on leur donne, et puis ils vont voir. Mais quoi qu'il en soit, il y aura des gens qui ne vont pas avoir l'emploi directement. C'est pourquoi aussi on leur parle comment il faut créer son entreprise. En fait, ça, dans la deuxième partie, on leur donne toutes les idées pour qu'ils ne soient pas laissés pour compte. Oui. Andrew Kyo, ils sont quand même nombreux, ceux qui envoient, ceux qui cherchent l'emploi soit par Internet ou de façon physique. Vous êtes en train de dire qu'il est souhaitable aujourd'hui de passer forcément par les cabinets de recrutement parce que certaines entreprises ont leur propre cabinet de recrutement. Autrement dit, l'ancienne formule de recherche d'emploi de façon physique ou par Internet directement vers la société n'est plus valable. Non, c'est absolument valable. Il faut combiner les deux. Continuer à écrire aux entreprises, soit physiquement ou par Internet, mais en même temps, il faut passer aussi par les cabinets de recrutement. Parce que ça, c'est un point de marché que la plupart des jeunes ignorent. Ils ne se rendent même pas compte qu'il y a des cabinets de recrutement qui peuvent faire. Mais je vous ai dit, il n'y a pas longtemps, on m'a appelé pour recruter une entreprise 10 commerciaux, mais les gens ne sont pas informés. Donc moi, les gens qui appellent en priorité, c'est ceux qui sont dans ma CVTech. Est-ce que vous me suivez? Oui. Donc lorsque le cabinet vous a enregistré, mais lorsque le cabinet a un appel à candidature, mais ils vont vous appeler en priorité, puisque c'est votre on a. Et lorsque ça ne marche pas, on peut appeler d'autres réseaux. Mais je veux dire, donc c'est important qu'ils aient contenu de faire les CV, des lettres de motivation, qu'ils déposent directement dans les entreprises, mais en même temps, il faut qu'ils sachent qu'il y a des cabinets de recrutement qui sont à côté et qui leur apportent aussi de la valeur ajoutée, de la plus-value. Et donc, il faut utiliser aussi les cabinets de recrutement. Alors, comment se faire remarquer par les cabinets de recrutement? Si on n'est pas retenu, il y a une attitude à adopter, c'est d'être l'ami du cabinet en appelant chaque fois, en envoyant des mails. Mais, et si on est retenu? Mais si on est retenu, c'est la même chose, c'est encore plus intéressant. Si on n'est pas retenu déjà, il faut continuer. Il faut continuer à multiplier ses chances, mais il faut répondre par exemple à les cabinets directement. On leur demande de déposer directement dans les entreprises. Est-ce que c'est un avantage quelque part de rester l'ami du cabinet, quand bien même on soit retenu pour le poste pour lequel on a postulé? Oui, mais c'est important parce que tout le monde a envie de progresser. Vous êtes peut-être recruté comme ouvrier, mais demain on peut prendre... Aujourd'hui, on a des étudiants qui ont un master ou bien un doctorat qui font un boulot que nous ne pouvons pas se soigner. Moi, j'ai vu des gens qui sont vigiles, mais il a un master 1 en sciences éco qu'il a obtenu à l'université d'Abidjan, mais il était vigile dans une entreprise. Lorsque je suis avec lui, son niveau de langue m'a interpellé. Il lui a dit non, moi j'ai un master 2 en sciences économiques. Donc, comme l'emploi est difficile, mais il peut faire un boulot. Donc, si vous êtes amis et comme vous enregistrez, que vous avez bien vous êtes fait remarquer, mais on peut vous envoyer encore un autre poste que vous ne soupçonnez pas. Donc, c'est toujours bon, lorsque vous appelez, de dire merci, même lorsque vous avez votre boulot, indépendamment du cabinet dans lequel vous avez postulé, mais il faut leur dire que je viens d'avoir un boulot et que je suis maintenant à tel poste et que je suis toujours ouvert s'il y a de nouvelles propositions. Mais il ne faut pas fermer complètement lorsque on vous donne un boulot, vous ne dites pas merci, vous disparaissez. Lorsque vous n'avez pas de boulot, vous les boudez, vous ne leur dites plus rien. Et ça, ce n'est pas bon, ce n'est pas une façon positive de se faire remarquer. Alors, Andrew Kyo, un autre fait très important, il arrive souvent que dans les critères de sélection, certains cabinets demandent un bac+2 ou 3 ans d'expérience professionnelle. Alors, et un étudiant, un nouveau diplômé qui a un bac+2 et qui a seulement 2 ans d'expérience, est-ce qu'il doit postuler? Dans ce cas, il ne répond pas aux critères. Est-ce qu'il doit forcément postuler? Ou est-ce qu'il a les chances, en postulant, d'être retenu? Mais bien sûr, il a les chances. Non, écoutez, le recrutement, au début, très souvent, on cherche un oiseau à 3 pattes. Donc, un oiseau qui n'existe pas. On cherche l'oiseau rare.
Donc, lorsque l'entreprise met la barre très haute pour dire je veux quelqu'un qui a un bac plus 2 ou un bac plus 5, lorsqu'on dit un bac plus 2, vous avez un bac plus 3, vous pouvez postuler. Lorsqu'on dit un docteur, si vous avez un bac plus 2, ça ne sert à rien lorsque vous n'avez pas d'expérience. Par contre, si vous avez un bac plus 3, que vous avez une forte expérience de 10-15 ans, vous avez participé à des séminaires de haut niveau, de top management, et qu'on cherche quelqu'un qui a un master 2 ou un doctorat dans la filière, mais vous pouvez compétir. Mais lorsque on vous demande, par exemple, on dit par exemple 35 ans, et puis vous avez 60 ans, ou bien 45 ans, ou 50 ans, ça ne sert plus à rien de postuler. Par exemple, lorsqu'on a dit 25 à 35 ans, que vous avez 50 ans, 55 ans, ça ne sert à rien, on ne vous prendra pas. Donc ce n'est pas la peine de se fatiguer. Par contre, lorsqu'on dit 25 à 35 ans, si vous avez 36 ans, 37 ans, même 40 ans, vous pouvez tenter votre chance. Parce que très souvent, la demande peut ne pas trouver la cible. Parce que peut-être ceux qui ont les 40 ans sont déjà occupés, ils ne sont pas disponibles. On peut se rabattre. Si vous avez les mêmes compétences, on peut toujours fermer les yeux sur l'écart d'âge lorsque ce n'est pas élevé. On peut aussi fermer les yeux sur l'écart des diplômes, ce n'est pas trop redondant. Donc il faut y aller. D'accord. Alors, merci André Cuyo pour toutes ces informations. On retient que les cabinets de recrutement sont une alternative importante aujourd'hui dans la recherche d'emploi. Et nous passons à présent à la deuxième partie de l'émission dénommée Espace Espoir. Nous nous intéresserons à la remise des prix aux gagnants du jeu concours Emploi et Carrière. J'ai obtenu une bourse d'études pour 1 an d'une valeur de 2 millions. Je pense que c'est bien qu'on peut jouer, ce n'est pas de l'anarque. Parce qu'il y a beaucoup de jeux ou des choses qui se font à la télévision ou même dans les presses, mais en réalité, ce sont des anarques. Mais là, bon, je crois que c'est une réalité, donc tout le monde peut jouer. Les jours où j'ai gagné une bourse d'études de 3 ans. Je suis très content aujourd'hui. Parce que depuis fort longtemps, je voulais poursuivre un peu mes études. Et Dieu merci. Donc c'est une grâce pour moi. J'ai gagné un portable. Bon, franchement, je suis très content, voilà, pour ce prix que je viens de gagner. Voilà. Donc j'encourage vraiment, comme je l'ai dit, tout le monde à participer à ce jeu. Et pour faire partie des heureux bénéficiaires de ce jeu concours emploi et carrière, il vous suffit simplement d'envoyer le mot job JOB au 98 070. André Cuyo, un mot sur ce jeu? Non, mais ça voulait dire merci. On a eu beaucoup d'appels et nous avons donné les prix à 3 personnes. On devait donner à 5. Et il y a 3 qui sont arrivés, M. Doukoulé Nathan, M. Kona Kwasi Augustin et M. Adosika Gabriel. Et le premier a reçu une bourse de 6 millions, une valeur de 6 millions, qui sont valables en licence pro, première année master, deuxième année master, dans tous les cycles qui existent dans l'école, qui se trouvent à Abidjan, à Yamoussoukro, à Daloa et à San Pedro. Donc la personne peut s'inscrire sur le site qui est le plus proche de sa résidence, de sa situation géographique. Et nous avons donné aussi des portables à une personne qui est même venue de Boisflé, il y a d'autres qui sont venus de Dabou, et puis il y a un cadre qui était à Abidjan ici. En fait, donc, on a été appelé on est suivi par tout le monde et nous faisons ce qu'on leur avait promis. Nous leur donnons conseillons donc, ou bien de suggérons de continuer. Nous leur disons d'abord merci, c'est important, de nous faire confiance et de continuer à appeler. Nous avons étoffé les prix et donc les prix vont aller de façon... Il y a des bourses d'études en jeu pour ceux qui souhaiteraient continuer leurs études. Hein. Oui, il y a des bourses d'études. On en a beaucoup encore, c'est pas encore fini. On en a 21 bourses quand même qui sont là. Il y a d'autres universités, d'autres écoles qui frappent à nos portes. Nous sommes en train de discuter et donc nous voulons agrandir le prix et peut-être prochainement on peut me soutenir les promoteurs d'entreprises en leur donnant peut-être de l'argent liquide. Tout est possible. Pour l'instant, nous avons les bourses. Pour l'instant, nous avons les tablettes. Pour l'instant, nous avons des stages, ce que nous donnons aux gens. Voilà. Et au fur et à mesure, on va améliorer la qualité du prix, mais on va aussi améliorer la quantité. Peut-être la prochaine remise, nous allons remettre peut-être à 10 personnes. La première fois, on a remis à 2 personnes. Cette fois-ci, c'est à 5 personnes. Et la prochaine fois, c'est à 10 personnes. On va augmenter la quantité et la qualité. On leur demande de merci et de jouer toujours le 98 070. Voilà. D'accord, ils vous ont bien compris, André Cuyo. Et nous allons passer maintenant à la 3e rubrique de cette émission. Je veux créer mon entreprise.
Pour la première thématique de cette émission, nous avons traité du thème comment se faire remarquer par les cabinets de recrutement. Et pour la troisième rubrique, nous parlerons des 8 étapes du processus de recrutement. Et nous sommes toujours avec André Cuot pour débattre de cette thématique. Alors, quelles sont les 8 étapes du processus de recrutement, André Cuot? Merci. 8 étapes, certains ont dit 12, certains ont dit de 12, il y a d'autres qui disent 100. Mais nous, on synthétise, comme je le précise toujours, on est à l'entrée, on synthétise, on donne le meilleur. Donc pour nous, il y a 8 étapes essentielles dans un recrutement. On signale, on rappelle que tout à l'heure, nous avons parlé des demandeurs d'emploi et cette fois, il s'agit des recruteurs, les 8 étapes pour le recrutement. On poursuit. Ah, merci. La précision est importante parce que dans la première partie, on a parlé des demandeurs d'emploi, donc des jeunes ou des anciens, mais qui veulent avoir un emploi. Oui. Ici, cette partie est dédiée aux chefs d'entreprise ou aux créateurs de PME qui peuvent recruter. Parce qu'on leur dit souvent que le recrutement, c'est prendre un risque. Faire un recrutement, c'est prendre un risque. Et donc, notre rôle, c'est de leur donner suffisamment d'informations pour minimiser le risque. Si on ne peut pas avoir un risque zéro, mais il faut minimiser. Alors, la première étape déjà, que la plupart des chefs d'entreprise ou des PME ne font pas, il faut identifier le besoin en recrutement. C'est quoi le besoin en recrutement? Mais un besoin, c'est un manque qu'il faut combler. Donc le besoin déjà, vous constatez que j'ai des employés, mais j'ai besoin d'un commercial qui va faire ce type de travail. J'ai besoin d'un comptable, peut-être que le comptable il fait les enregistrements, mais je veux qu'il m'amène à la balance. J'ai un comptable qui arrive à la balance, mais je veux quelqu'un qui peut arriver au bilan. Et donc, moi j'ai besoin de quelqu'un qui a l'expérience pour arriver à la balance. Donc soit l'ancien qui est là, tu le formes pour qu'il arrive à faire la balance et arriver au bilan, mais c'est trop compliqué, tu peux prendre un autre pour le compléter. Donc, il faut déjà identifier le besoin très clairement. Parce que très souvent, si vous faites un recrutement de façon, j'allais dire, amicale, juste pour faire plaisir aux gens, vous donnez des boulots à des parents, mais à un moment donné, vous allez prendre le contre-coup, ça vous rattraper. Il s'agit de se demander pourquoi recruter, c'est ça? Pourquoi recruter, c'est important. Pourquoi recruter? Je recrute, pourquoi? Mais ce n'est pas suffisant. Qui va occuper le poste? Quelle est la bonne personne qui va occuper la bonne place pour me faire le boulot pour lequel il a été recruté? Ça, c'est extrêmement important. Donc, il faut étudier le besoin de recrutement. Et ensuite, donc, il faut évaluer aussi les besoins et puis les moyens dont vous disposez. Voilà. Ça va, Oui, allez-y, poursuivre. D'accord. Donc, il faut... Et donc, dans la deuxième partie, lorsque vous avez identifié le besoin de recrutement, il y a une deuxième question. Est-ce qu'il y a les moyens? Parce qu'il faut payer le recruteur, soit vous le faites directement. Très souvent, il y a les chefs d'entreprise qui le font directement. C'est bien, vous pouvez directement recruter, mais recruter, c'est un métier. Ah ouais. Donc, est-ce que vous pouvez faire la pesée des postes? Est-ce que vous avez les outils pour peser un poste, pour identifier un poste? Donc, il faut très souvent travailler à les cabinets. Il a dit que ça coûte cher, mais lorsque vous ne voulez pas dépendre de l'argent, vous allez en perdre. Or, la plupart des chefs d'entreprise perdent plus d'argent parce qu'en Afrique ou en Côte d'Ivoire, lorsque les gens ont construit une maison, il n'est pas peut-être pour les architectes, ils se prennent pour des architectes. Donc ils construisent le boulot plus que les architectes. C'est bien, mais tu peux construire une maison, tu ne peux pas tout étudier. Si tu as donné ta maison à un architecte qui a fait le travail technique, mais tu as moins de problèmes. Et donc il faut confier le recrutement à des cabinets, à des spécialistes, négocier le prix, mais il faut donner à des spécialistes qui le font. Et à la fin, vous allez décider en dernier ressort. Personne dédiée pour le recrutement. Oui. Il y a des cabinets... Tout le monde ne peut pas recruter. Tout le monde ne peut pas recruter, c'est un métier. Il y a des personnes pour ça. Oui, mais vous êtes journaliste, moi, je ne peux pas être journaliste. C'est un métier. C'est un métier. La manière dont vous posez les questions, je ne peux pas le faire. C'est un métier. Les gens pensent que tout est facile. La caméra, c'est un métier. Le monteur, c'est un métier. Il y a des métiers. Mais il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent tout faire. On dit la seule façon de ne rien faire, c'est de vouloir tout faire tout seul. Tu ne peux pas tout connaître. Tu n'es pas Dieu qui peut tout faire. Mais Dieu, il a mis des enfants à côté de lui, il avait des anges pour se poser sur, pour ceux qui étaient la Bible, à la limite, comme c'est le seul que je connais. Mais il avait des anges, il avait des gens avec qui il travaillait. Mais on ne peut pas tout faire, alors que c'est le bon Dieu qui peut tout faire tout seul. Mais il n'a pas tout fait tout seul. Donc aucun être humain, cher ami, ça fait sourire, mais aucun être humain ne peut tout faire tout seul. Il faut donc, pour être grand, il faut se baser sur les grands. Il faut avoir des grands autour de vous. C'est pourquoi souvent je prends le cas de management sportif, cher ami. Je prends le cas de management sportif. Vous ne pouvez pas faire une grande équipe avec un grand président. Tu as les moyens, mais tu ne prends pas les bons joueurs, tu ne prends pas les bons entraîneurs. Tu ne prends pas. Comment tu peux gagner? Mais aucun joueur, je prends le cas où Neymar, il est venu, on l'a payé à 200 et quelques millions d'euros. C'est bien. Mais lui seul, il ne pourra jamais gagner des matchs.
Ouais. Il faut un gardien, il faut les défenseurs, il faut les attaquants. Il faut aussi d'autres personnes qui sont tout de lui. Donc, c'est pourquoi le management sportif, ça marche. Parce que c'est concret, c'est pragmatique. Donc, il faut savoir, pour revenir à notre deuxième partie, la rémunération. Il faut savoir, est-ce qu'il y a les moyens pour payer le cabinet? Est-ce qu'il y a le moyen pour payer le recruteur? Mais est-ce qu'il y a le moyen même pour payer celui que je suis censé recruter? Parce que vous le recrutez, mais il va quitter quelque part pour venir. Il faut un minimum de rémunération. Voilà, donc il faut en tenir compte. Et l'autre étape, après la rémunération? Mais l'autre étape, c'est le contrat. C'est le contrat. La plupart des chefs d'entreprise n'aiment pas trop signer les contrats, mais ça fait bizarre. Parce qu'un contrat, ça sécurise et l'entreprise, et l'employé, et l'employeur. C'est important, on insiste dessus, ça sécurise contrairement à ce qu'il y a encore. Parce que c'est comme vous êtes à la maison, vous êtes marié, vous ne voulez pas aller à la mairie, d'accord, mais la femme, elle est libre, le juge, elle prend quelqu'un qui lui propose de mieux, elle peut partir. Tu ne vas pas dire qu'elle t'a laissé, elle m'a dit, elle t'a pas dit, vous n'êtes pas marié à la limite. Est-ce que vous me suivez? Il y en a qui préfèrent vivre comme ça. Mais le danger, c'est que l'employé qui n'est pas sécurisé, parce qu'il n'a pas de contrat qui le sécurise, même si le paye cher, mais le jour où on lui propose un contrat, il peut m'accepter d'être payé moins, mais il peut partir. Et lorsque vous faites un nouveau recrutement, mais c'est de là que vous perdez pas celui qui était là. Il commence à connaître l'entreprise. Il y a eu une période d'incubation. Il a commencé à connaître l'entreprise, il a commencé à maîtriser l'entreprise, il a commencé à maîtriser les rouages. Il commence à connaître le patron, et puis c'est vraiment le recrute, il va ailleurs. Tu prends un autre, mais tu oublies de le réformer. Mais ça prend 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Tout dépend de ta capacité de compréhension, et puis à la limite, bon, on tourne en rond. Et à ce niveau-là, que doit faire l'entreprise au niveau du contrat? Mais un contrat, c'est un accord de 2 parties. Vous dites que bon, il y a des gens qui font les contrats verbaux, mais il faut écrire. J'ai recruté telle personne, je suis signé tant, vous l'avez recruté pour un contrat à durer 3 mois, à voir de quoi je donne tel montant, et si vous signez, même si l'argent n'est pas beaucoup, il a signé, c'est fini. Parce que si vous le signez, puis vous envoie, par exemple, au tribunal, mais on vous taxe, vous allez au tribunal de travail, vous allez le payer selon son vrai diplôme. S'il a un Master 2, mais si l'État dit que le Master 2, en général, ça vaut 300 000, 400 000, si vous lui donnez 100 000, vous êtes obligé de lui payer les 300 000. Hein. Donc souvent, il y a des entreprises qui disent non, les gens ne sont pas sérieux, mais il faut les sécuriser. Donc c'est pourquoi on conseille aux chefs d'entreprise de signer le contrat et de discuter avec l'employé pour dire, moi, je sais que tu mérites 1 million, ça, il n'y a pas de problème. Tu mérites 10 millions, ça, c'est un problème. Mais moi, là, je peux te donner 10 francs. Tu prends ou tu laisses. Si tu as accepté, bon, si le contrat c'est fini, à part ce moment-là, tout le monde est tranquille, on ne va pas dire pourquoi tu l'as payé, parce que ce qu'il peut payer, parce que le salaire n'est pas. Aucune entreprise, les entreprises n'ont pas le même salaire, je ne parle pas de la fonction publique, mais les entreprises, une grosse entreprise par exemple, peut avoir un salaire d'1 million pour le même diplôme, mais une petite entreprise peut payer 150 000, 200 000, 300 000. Donc il n'y a aucun problème, l'État n'oblige pas les gens à payer ce que vous ne pouvez pas payer. Mais toujours est-il qu'il faut sécuriser l'employeur. Et ça, je le dis à la télévision, sur Binet, nous avons une télévision sérieuse. Donc quand il vient ici, il dit des choses très sérieuses. Je les regarde dans les yeux. Il faut signer le contrat. Parce que vous signez le contrat, vous êtes plus en sécurité, l'employé aussi en sécurité. Il ne peut pas aller n'importe où. D'accord. Il ne peut pas démissionner comme ça pour partir. Parce qu'on va lui demander où est ton contrat, mais s'il n'a pas de contrat, il est libre de toute action. C'est-à-dire qu'il peut venir au lieu de demain matin, il n'est pas venu, et puis tu ne peux rien faire. Or, s'il est embauché et qu'il a un contrat, mais il sait qu'il ne peut pas démissionner n'importe où. Il y a un engagement visant. Il y a un engagement, il ne peut pas aller n'importe où. Donc il faut sécuriser l'employé, il faut sécuriser l'employeur s'il y a des contrats. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens ne veulent pas signer les contrats. Ça m'a toujours fait bizarre, ils ne comprennent pas pourquoi ils ne veulent pas signer. D'accord, André, on vous a bien compris. Oui. On passe à la prochaine étape. La prochaine étape, mais lorsque vous avez fait, il faut diffuser. Donc il faut déjà voir. L'État nous donne beaucoup de panoplies de choix. Il y a les CDI, un contrat à durée indéterminée. Il y a les CDD, contrat à durée déterminée. Il y a les contrats par intérim. Il y a plusieurs types de contrats. Vous choisissez le contrat qui correspond à votre budget et que vous signez. Vous dites, moi, je peux te prendre en freelance, voilà ce qu'il te donne. C'est aussi clair et c'est aussi simple. Voilà. Et ensuite, il faut diffuser l'information. Donc, vous pouvez faire sur le net, vous pouvez le faire par comment on appelle ça, dans les journaux à grand tirage. Par voie de presse. Par voie de presse. Moi, je dis, Internet ne coûte pas grand. Je vous ai dit, j'ai fait un recrutement, mais j'ai envoyé sur ma page Facebook, j'ai eu plus de 150 personnes en moins de 2 jours. Donc, je n'ai pas payé un rond. Peut-être que ça m'a coûté 200 francs pour faire une connexion. Donc, à la limite, vous pouvez envoyer ça sur les mails, sur votre plateforme. Ceux qui cherchent, vous trouveront. Voilà. Voilà. Donc, il faut diffuser. Et puis ensuite, il faudra faire la sélection. Mais c'est là qu'on a besoin maintenant des spécialistes pour faire la bonne sélection, pour recruter la bonne personne à la bonne place. Au niveau de cette étape-là, oui. Comment connaître le bon candidat?
Ah oui, mais ça, c'est le rôle du cabinet. Il y a les chercheurs de tête. Voilà, vous pouvez prendre un bon candidat, mais très souvent, on dit le recrutement, il ne faut pas prendre les gens par leurs compétences. Il faut aussi tenir. Parce qu'on l'a dit, dans la précédente émission, on a dit qu'on recrute très souvent par rapport à votre aptitude, donc à vos compétences, vous pouvez perdre le boulot par rapport à vos attitudes. Donc, l'aptitude, c'est ce que vous avez appris, ce que vous maîtrisez, ce que vous savez faire, Vous êtes journaliste, vous connaissez le journalisme, c'est ce que vous savez faire. Mais vous pouvez être un bon journaliste et puis ne pas avoir de boulot parce que vous êtes des commerces difficiles. Quelqu'un peut être un bon enseignant, il peut ne pas avoir d'école. Lorsqu'on met à l'école, il fait la bagarre à tout le monde, ou bien il devient le mari de toutes les étudiantes. Mais à ce stade-là, aucun fondateur ne peut accepter ça. Donc, en réalité, vous pouvez être un bon enseignant et puis ne pas trouver une place parce que vous avez un comportement qui est négatif. On peut avoir toutes les aptitudes intellectuelles requises, mais il faut être sociable aussi, c'est ce que vous entendez. Ah oui, absolument. Très souvent, mais je vous le dis, dans certains types de recrutement, on recrute à part de 80% de la qualité humaine, la qualité relationnelle. On se dit que les 20% qui restent, on peut le donner, on le dit à l'FDP en Côte d'Ivoire. Donc si moi je prends quelqu'un que je vais nommer DRH, mais si moi je vous connais, parce que vous êtes un monsieur qui comprend la politique de l'entreprise, on peut vous former en GRH, en partant FDF pour dire moi je vais former Max en GRH, on vous forme en 3 mois, vous devenez spécial en GRH, vous vous envoie pour faire une formation, enfin bref, et puis voilà, donc il y a plusieurs niveaux. On dit qu'il faut respecter un peu les obligations liées à l'embauche. Vous avez signé un contrat, vous avez signé le salaire. Et puis à la dernière étape, accueillir et faciliter les nouveaux arrivants. Ça veut dire que les gens qu'on recrute, très souvent, on les intègre pas dans l'entreprise. Comment les intégrer, justement? Mais il faut les accueillir. Vous avez recruté quelqu'un. Vous le présentez. Mais il y a des gens qui arrivent aussi, qui ont un niveau très élevé, et qui arrivent, qui pensent qu'ils savent tout faire et qui écrasent, entre guillemets, les prédécesseurs, ceux qu'ils ont trouvés dans l'entreprise. On a déjà fait une émission ici, j'ai même parlé de officiers, les anciens. C'est les officiers. Mais j'ai même pris le cas d'adjudant-chef. Il est adjudant. Toi, tu as ton bac plus 20, comme tu veux. Tu es devenu commissaire de police, tu arrives, tu ne respectes pas l'adjudant. Oh, lui, il est dans la ville depuis des années. Il connaît tous les gens, les coins qui sont bons, les coins qui ne sont pas bons. Il connaît tout le monde. Toi, tu as un diplôme, tu viens d'arriver. On vient de te former à l'école de police, on te parachute, je ne sais pas moi, dans n'importe quel village, peut-être dans mon village, à Gagnois là-bas, et puis tu ne connais pas les gens, tu ne connais pas, mais qu'est-ce que tu as fait? Donc, si tu ne respectes pas les adjudants, mais ils vont donner l'information minimum. Mais un matin, tu peux te retrouver en difficulté parce que tu n'as pas respecté. Donc, lorsque vous venez, quel que soit votre diplôme, on l'a déjà dit, on répète, il faut respecter les anciens qui sont là. Il faut tenir compte d'eux, parce que si sans eux, l'entreprise n'allait pas exister. Mais si vous êtes là aussi, c'est parce que vous avez de la compétence. Donc, il ne faut pas se banaliser. Mais il ne faut pas même prendre les autres qui sont là comme des tableaux rasa, que vous allez venir apprendre tout, ça ne marchera pas. Mais la facilité d'intégration incombe aussi de la responsabilité des anciens que des nouveaux. Oui, mais ça dépend de l'attitude du nouveau. Si le nouveau qui arrive, il ne respecte pas les anciens. Mais dans nos villages, on dit, mais si tu ne respectes pas l'ancien, il ne va pas parler avec toi, mon ami. Donc l'ancien qui arrive, il faut avoir le profil, il faut être humble, il faut aller vers les anciens pour leur parler. Les anciens vont t'accueillir. Mais en fait, quand on fait un recrutement, quand les nouveaux arrivent en général, les anciens peuvent le prendre comme une menace. Ça, c'est une relation humaine, c'est normal. Donc c'est au nouveau de dire que je ne suis pas une menace, je suis venu. Même si vous êtes nommé chef, là encore c'est plus difficile. Vous pouvez être nommé chef à des anciens que vous avez trouvés. Peut-être des gens qui vous ont donné l'argent, quand vous étiez étudiant, vous leur avez demandé 1000 francs pour aller à l'école, vous donnez leur chef, vous avez fait de bonnes études. Mais il faut les respecter. Si vous ne les respectez pas, évidemment, ça ne marchera pas. Comme on le dit, l'humilité précède la gloire. Merci André Kuyot. Nous rappelons que vous êtes expert consultant en insertion professionnelle. Merci André Kuyot. Merci bien Max. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Emploi et Carrière. À très bientôt pour un nouveau numéro sur votre chaîne de télévision Business 24 Africa.